Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui de la nouvelle fonctionnalité de Google qui est File Search, qui est disponible en API et qui vient concurrencer un petit peu ce qui se fait dans le milieu en termes de RAG. Si vous connaissez un petit peu, c'est tout ce qui est décomposition de documents en vecteurs et qui permet ensuite de les récupérer depuis une base de données. Et c'est notamment utile pour construire des agents de Customer Support qui peuvent retrouver des informations pour des clients et ce dans des documents qui sont pourtant gigantesques. Donc il n'y a pas si longtemps, Google a mis en place cette fonctionnalité-là. On va voir un petit peu quels sont les avantages de celle-ci, quels sont ses inconvénients, versus ce qui se fait déjà dans le milieu comme un Supabase, un Pinecone par exemple. Donc si vous êtes déjà penché un petit peu sur tout ce qui est agent, RAG, etc., vous savez que ça peut être un peu complexe des fois et on peut se retrouver avec ce genre de workflow. Donc là typiquement c'est un workflow que j'avais fait pour un client qui permettait déjà d'uploader des fichiers du coup dans une base de données vectorielle. Donc déjà il faut comprendre quel est le type de fichier, il faut ensuite pouvoir updater ce fichier une fois qu'il est dans la base, c'est-à-dire le supprimer et le remplacer par un nouveau. Et voilà, ça met en jeu plein de modules différents et Google essaye de faire ça de façon beaucoup plus simple. Donc ça, c'est un petit peu le schéma qu'on avait avant. On upload notre document. En fonction du type du fichier, on fait un traitement pour récupérer les informations du fichier. Et ensuite, on récupère les métadatas, on lui indique du contexte et on split les différents chunks. Si vous voulez savoir comment fonctionne le RAG, j'avais fait une vidéo YouTube qui explique pas à pas comment ça fonctionne. Donc tu peux checker la vidéo juste ici. Et on passe ensuite par un modèle d'embedding, donc un modèle qui permet de créer les vecteurs pour décomposer notre texte en différents morceaux qui va être réparti dans une base vectorielle. Et ensuite, quand on fait une requête à un agent, il peut aller interroger ces différents morceaux et voir quel morceau a la plus de probabilité de répondre à notre question. Et c'est en fait comme ça qu'il va récupérer tous les morceaux qui correspondent à la requête du client. Et c'est comme ça qu'il peut retrouver aussi des informations très précises dans des documents gigantesques. Parce qu'en fait, il va pas traiter les documents un par un, c'est juste qu'en fait, il va directement prendre les morceaux qui ont le plus de probabilité d'avoir la bonne réponse. Et bien ça, ce système de traitement dans N8N qu'on avait avant, il est hyper simplifié maintenant dans Google, tout simplement parce qu'on va juste prendre notre document, l'upload dans Google, et c'est fini. Voilà, après on peut juste faire des queries et faire des requêtes auprès de notre base vectorielle, et on va pouvoir récupérer nos informations. Après, à savoir que tout n'est pas si rose, il y a des inconvénients qui viennent avec cette base vectorielle de Google. Mais je vais y venir par la suite. Donc qu'est-ce que la nouvelle fonctionnalité de Google qui est Gemini File Search? En gros, c'est une fonctionnalité qui permet d'envoyer un document à Google qui se charge automatiquement de donc découper le document en morceaux, ce qu'on faisait avant avec un module dédié, générer les embeddings, donc gérer la vectorisation, il va stocker ensuite et indexer les données, donc dans une base vectorielle, et ensuite, il va permettre à un agent IA d'interroger ces documents immédiatement. Donc, il prend en charge une grosse partie du process, donc il simplifie les process. Et donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en termes de tarification, c'est aussi un facteur qui est important. L'API, elle a un coût très bas par rapport à ses concurrents, notamment parce qu'en fait, on paye pas le stockage. On paye uniquement l'indexation, donc on paye 15 centimes pour 1 million de jetons. Et pour vous donner un ordre d'idée, un PDF de 120 pages, c'est moins de 2 centimes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour 15 centimes, théoriquement, on fait 1 x 7. Donc du coup, ce serait un PDF de 820 pages à peu près. Ensuite, jusqu'à 100 Go, le stockage est gratuit. Et ensuite, on paye à la requête. Donc, comment ça se passe dans N8N? On va passer par 3 étapes différentes. La première, c'est d'abord, on va créer notre espace, notre base vectorielle. Donc ça, c'est l'étape, on fait une fois et après, c'est bon. Comme ça, on récupère notre base vectorielle. Ensuite, comme dit précédemment, on va juste charger notre document dessus. Et une fois qu'il est chargé, on peut faire notre requête directement et connecter un agent RAG directement à cette base vectorielle. Donc voilà, le process est plutôt simple. Et vous pouvez trouver toutes les informations directement dans la documentation Google. Dans tous les cas, moi, je vous mettrai le lien de cette documentation en description, comme ça, vous pouvez la checker. Et ça se passe directement dans la partie API de Gemini et dans la partie outils File Search. Et j'explique ici directement comment mettre en place du coup, notre système RAG. Donc il faut comprendre forcément un peu comment ça fonctionne les API avant, mais quand on comprend, c'est pas si compliqué que ça. Et ce que je propose, c'est qu'on construit ça pas à pas, comme ça, vous, votre côté, vous avez juste à reproduire, et comme ça, vous pouvez comprendre en même temps. Dans un premier temps, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous alliez sur Google AI Studio. C'est la plateforme de Google qui permet d'utiliser sa fonctionnalité de chat, sa fonctionnalité donc de génération d'images Nano Banana Pro que vous connaissez sûrement. Et quand on est dessus, on va dans la partie Get API Key juste ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut créer une clé API. Ici, on indique le nom de notre clé, donc là par exemple YouTube démo. Et ensuite, vous sélectionnez un projet cloud. Soit vous créez un nouveau projet Google. Donc là, c'est un projet dans la Google Cloud Console. Ou alors vous connectez un projet qui existe déjà et qui dispose bien sûr d'une adresse de facturation. Donc pour pouvoir ajouter des crédits. Pour ça, vous allez dans la Google Cloud Console. Voilà, vous tapez Google Cloud Console, parfait. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez sur Console. Et quand vous êtes connecté, en haut à gauche, vous créez un projet, ou alors vous utilisez un projet existant, et vous allez ensuite dans la partie Billing. À cet endroit-là, vous pouvez manager du coup votre compte et votre moyen de paiement.
dans la partie Payment Setting et Payment Method. Et ensuite, une fois que vous avez votre clé API, vous êtes plus ou moins setup parce qu'ensuite, il faut la rentrer dans un module n-item. Et donc, pour l'utiliser, on va l'utiliser dans ce module ici, dans un premier temps, pour créer un espace vectoriel, donc une base vectorielle. En anglais, ils appellent ça file store. Et on va interroger cette API directement. Donc, le endpoint, c'est celui-là. Donc, il finit par file search stores. Et donc, c'est une méthode en post, parce qu'on va envoyer l'information. Et ce qu'ils disent dans l'API, c'est que pour créer notre espace vectoriel, on va utiliser du coup ces infos-là. Donc là, on retrouve bien notre endpoint juste ici. Et on va mettre notre clé à la fin du endpoint. Quand vous voyez que la clé API est indiquée à la fin du endpoint et qu'elle est précédée d'un petit point d'interrogation comme ça, c'est-à-dire que ça va être un paramètre de query. Pas un paramètre de header, mais un paramètre de query parce qu'il est présent dans la query initiale. Donc là, vous avez deux options. Soit vous ouvrez un item et vous cliquez sur Send Query Parameters, et ici vous indiquez les informations. Donc les informations, ce sont ici key, et en dessous vous mettez votre clé API. Donc là, il faudrait que dans mon cas, je tape ici key, et là je colle la clé API que vous venez de créer. Ou alors ce que vous pouvez faire, parce que là le problème c'est qu'il faut que vous reproduisez ça pour chacun des modules. Pour éviter de reproduire ça à chacun des modules, vous pouvez utiliser du coup un generic credential type, qui est une fonctionnalité n-item qui permet de réutiliser ces clés API à plusieurs endroits différents sans avoir à la remettre à chaque fois. Donc là, je choisis generic credential type. Ici, je vais dans une connexion par query, je vais ici, et ici, je peux créer mon credential. Et là, je rentre la valeur clé, key, et là, je mets ma clé API, et vous rentrez ensuite votre clé API. Vous pouvez lui donner un nom. Donc là, ce serait par exemple je ne sais pas, API Google, et comme ça vous pouvez la retrouver à chaque fois quand vous sauvegardez. Vous pouvez fermer et c'est bon. Là par exemple, ici j'ai ma clé API Google YouTube Demo. Et oui, dans ce cas-là, vous pouvez fermer Send Query Parameters parce que c'est déjà indiqué au préalable. Ensuite, ils nous disent d'indiquer les informations content type application/JSON, et le H ici, ça veut dire que c'est header. Donc on indique ça dans les headers, donc dans les en-têtes. On va indiquer cette information-là comme quoi on va envoyer du JSON. Et c'est ce qu'on retrouve bien juste ici. Ici, on envoie des headers et on envoie l'information content type, comme quoi on envoie du JSON. Et ensuite, dans le body, c'est ici qu'on voyait toutes nos informations pour créer notre file store. Ici, je crée mon store, du coup, et je lui donne le nom. Ici, ce sera YouTube Demo 2, du coup. Voilà, et ça va créer mon espace vectoriel qui va s'appeler comme ça. Et c'est bien l'information qu'on retrouve directement dans la documentation. Le D, c'est pour dire qu'on envoie dans le body. Et on envoie l'information display name et on donne le nom de l'espace vectoriel qu'on veut créer. J'exécute le workflow, voilà, ça a bien fonctionné. Et quand je regarde ce qui s'est passé, j'ai les informations suivantes. J'ai mon espace vectoriel qui a été créé avec ce nom, et ici c'est le nom, on va dire ID, c'est l'identifiant qu'il va falloir que j'utilise dans la suite de mon workflow et que je peux déjà copier. Donc maintenant que notre espace vectoriel est créé, ce qu'il faut faire c'est charger un document dessus. Donc pour charger un document, le mieux c'est de le récupérer. Et pour le récupérer, on va utiliser un formulaire pour pouvoir le mettre directement sur n-item. Donc là c'est juste un formulaire pour mettre notre document. Et ensuite, une fois qu'on l'a récupéré, on va upload dans un premier temps le fichier dans l'espace Google. Pas dans l'espace vectoriel, mais juste sur Google. Et après, une fois qu'il sera du coup uploadé sur Google, là, dans ces cas-là, on pourra le glisser dans notre espace vectoriel. Donc ça se fait en 2 temps. Hop, top, j'arrête tout de suite pour que tu penses à liker et à t'abonner, car ça soutient de ouf la chaîne. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc là, cette partie-là, c'était vraiment pour directement upload un fichier sur notre espace vectoriel. Sauf que nous, dans notre cas, par exemple, on a un fichier qui n'est pas encore dans l'espace Google. Il faut checker plutôt cette partie-là, la partie importer un fichier. Dans tous les cas, la partie créer un espace vectoriel est la même, ça, il n'y a pas de souci. Et là, c'est juste qu'en fait, on va d'abord upload notre fichier dans l'espace Google. Et donc pour ça, on va utiliser cette API-là. Bien sûr, à chaque fois, pour aller plus vite, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer le curl juste ici, par exemple. Voilà, donc là, je le récupère. Et vous pouvez directement aller sur un module n8n HTTP request. Vous ajoutez un module HTTP. Et là, vous faites en haut à droite import curl. Vous collez la commande. Et comme ça vous setup directement le module HTTP request. Comme ça, vous faites moins d'erreurs et vous perdez pas de temps. Donc là, pour la fonctionnalité upload files, ce qu'on va faire, c'est qu'on va interroger ce endpoint en post, encore une fois, parce qu'on va envoyer l'information de notre fichier. Donc, on va interroger le endpoint v1 beta files, donc fichier. Ici, on remet nos credentials qu'on a déjà créés au préalable. On n'a pas besoin de les remettre, donc ça, c'est plutôt pratique avec cette fonctionnalité-là de generic credential type. Et ensuite, dans le body, on va juste indiquer à n8n qu'on va mettre un fichier binaire. Et on va mettre le nom de notre fichier binaire qu'on a au préalable. Donc là, je choisis par exemple le rapport financier de Riot Games.
de 2025. Donc c'est un rapport PDF qui est super long, avec plein d'informations voilà, concernant le revenu financier en 2025, je crois que c'était du premier trimestre, et je soumets ces informations-là. Donc là, je clique sur soumettre. Donc là, le formulaire a bien été exécuté. Je récupère mon fichier au format binaire. Pourquoi je sais que c'est au format binaire? Parce que ici, j'ai la petite partie binaire qui est apparue. Donc j'ai le schéma, la table JSON et j'ai aussi le binaire. Et je peux ensuite le connecter donc à mon module upload file. Et on peut voir ici que du coup, la donnée que je vais donner pour identifier mon fichier, c'est bien le nom du fichier binaire. Donc là, je vais donner le nom file parce qu'il s'appelle bien file, juste ici. Donc là, je vais upload mon fichier sur Google. Donc voilà, le node a été exécuté avec succès. J'ai bien mon fichier qui a été upload. Et maintenant, ce que je veux, c'est importer mon fichier dans mon espace vectoriel que j'ai créé juste ici. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais interroger ce endpoint là cette fois-ci. Et je vais utiliser la fonctionnalité import file et l'importer dans mon espace vectoriel. Ici, c'est le nom que j'ai récupéré dans ce premier module. D'ailleurs, c'est le nom de l'ancien, donc je vais vous montrer comment faire. Là, je vais aller dans les exécutions préalables. Je crois que c'était ici. Voilà, donc c'est ici que j'ai récupéré mon espace vectoriel. Et voilà, j'avais le nom juste ici de mon espace vectoriel. Donc je le copie et je l'indique dans ce module-là, à cette partie. Comme ça. Et là, je peux coller. Ah oui, donc là, je l'ai mis en 2 fois. Voilà. Donc là, j'ai bien mon espace vectoriel qui a été collé, donc file search store, et le nom de mon espace vectoriel. Et la fonctionnalité import file. Ici, je lui indique bien que je vais lui mettre du JSON, parce que du coup, je vais lui envoyer les informations concernant mon dossier qui est déjà dans l'environnement Google. Et ici, je lui donne le nom de mon fichier qui a été créé au préalable dans l'espace de Google. Et donc là, je lui indique le JSON file name. Je reprends mon exécution précédente. Voilà. Je vais épingler le module pour récupérer l'information et ne pas la relancer à nouveau. Et on peut voir ici que j'ai bien l'information du coup de mon fichier, donc le nom de mon fichier qui a été importé au préalable sur Google, c'est celui-là. Donc là je l'ai juste pris, je l'ai glissé. Et maintenant je peux juste lancer l'import. Et voilà, mon fichier a été upload dans ma base vectorielle. Donc là c'est tout bon, j'ai ma base vectorielle, mon fichier qui a été upload. Et maintenant il ne me reste plus qu'à interroger ma base maintenant avec directement un agent RAG que vous connaissez. Donc là j'ai juste un agent IA avec un prompt. Donc tu es un agent RAG expert, ton but c'est de répondre à la question utilisateur. En outil, tu es connecté avec l'outil Vector Google Database, qui est un HTTP request aussi, qu'on va configurer juste après. Et utilise cet outil pour effectuer ta recherche. Et donc là, quelques petites règles. Utilise seulement les sources de la base vectorielle pour donner tes réponses, etc. etc. Vous connaissez. Donc là, mon petit outil HTTP request, ici, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais aller dans le body ici, et c'est que je vais coller mon nom d'espace vectoriel. Voilà, comme ça c'est fait. Donc mettez-le bien ici aussi. Voilà, donc là j'ai mis mon espace vectoriel. Et maintenant, comment ça marche? Donc du coup, pareil, je l'ai pris aussi dans l'API Gemini. La fonctionnalité, elle se passe donc ici. Donc générer du contenu en utilisant notre espace vectoriel. Donc le contenu, c'est des queries, faire des requêtes auprès de cet espace vectoriel. Ici, vous pouvez juste copier le curl et ensuite, vous pouvez juste le coller et vous allez avoir accès du coup à ce module HTTP request juste ici. Donc on interroge bien ce endpoint là. Dans la partie header, on remet notre identifiant de clé API. Dans le header, on dit qu'on dit du JSON. Et ensuite dans le body, on indique donc le prompt, quelle recherche on va envoyer dans notre espace vectoriel. Et ici, quel espace vectoriel on va interroger. Donc là, c'est pour ça qu'on remet notre nom d'espace vectoriel pour dire qu'on fait une requête dans notre espace qu'on a créé au préalable. Et ici, c'est la requête en question. La requête en question, elle est créée par cet agent. C'est pour ça qu'ici, dans le prompt de l'outil Google, on indique donc la fonctionnalité from AI de n8n qui permet de dire ici, la variable que tu mets, c'est en fait la requête qui est générée par l'agent IA qui est connecté au-dessus. Donc ici, on indique bien requête. Donc le nom de la variable, c'est requête. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette requête-là? Donc c'est la question posée par l'utilisateur et pour lequel il a besoin d'une réponse. Et donc là, on peut voir qu'avec une IA, je lui ai préparé des petites questions pour voir s'il peut répondre. Donc là, par exemple, la question, combien de bitcoins l'entreprise détient-elle au 30 septembre 2025 et quelle est leur valeur totale? Vas-y, on va lui poser la question et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ouvre le chat et je lui pose la question. Donc là, on peut voir que ça tourne. Oui, de quelle entreprise je parle? Faut que je précise l'entreprise Riot Games. Donc là, je relance. Cette fois-ci, il interroge bien la base vectorielle parce que oui, il y a les informations de l'entreprise Riot Games. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Et il me calme tout de suite. Petite précision d'abord, ce sont Riot Platforms. Voilà, il m'a calmé. Et non Riot Games. Ok, donc il m'a bien répondu. Il m'a dit quantité totale détenue 19 000 bitcoins, donc ce qui est plutôt pas mal. Ok, très bien. Et donc là, la source, il m'a dit bien la source en dessous, qui est bien du coup le document que je lui ai donné.
Donc parfait, il est même un peu trop agressif à mon goût, mais bon, ça me va. Et là, je peux lui donner quel a été l'impact des acquisitions récentes comme block mining ou les actifs de Rhodium sur la capacité de production de l'entreprise. En fait, je suis super déçu. Je pensais mettre les résultats financiers de Riot Games, mais en fait, c'est une autre entreprise, Riot Platforms, qui a quasi le même nom. Et en fait, c'est pour du minage de Bitcoin. Je comprends mieux du coup les questions. Ok, autant pour moi. Du coup, bon, on va quand même poser la question. Riot Platform. Donc, quel est l'impact des acquisitions récentes sur la capacité de production de l'entreprise Riot Platform? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Ok, donc là, il m'a répondu une réponse plutôt carrée. Je vais pas vous la lire parce que voilà, c'est trop long, mais il a répondu super bien. Donc voilà, ça fonctionne vraiment très très bien. Et si on check un petit peu ce qui se passe côté logs ici, quand il interroge la base, je vais agrandir un peu. Voilà, quand il interroge la base, on peut voir d'abord les candidats. Quels sont du coup les différents vecteurs qui ont le plus de potentiel de contenir la réponse plutôt. Donc c'est ce que je vous disais un peu au préalable. Donc là, il récupère vraiment les parties qui ont le plus de chances de contenir la réponse à la question. Et ensuite, il récupère vraiment les petits morceaux un par un. Et on voit tout ça à notre agent, qui lui ensuite peut traiter, du coup, générer une réponse qui soit cohérente et structurée. Et ce qui est bien, c'est que maintenant on peut faire ça à volonté. Donc là, typiquement, si je veux rajouter un autre PDF, et là, cette fois-ci, je me trompe pas, j'envoie bien le rapport financier de la bonne boîte. Donc là, c'est le rapport financier d'Ubisoft. Je voulais comparer Ubisoft et Riot Games, mais bon, ce sera pour une prochaine vidéo, tant pis. Donc voilà, le fichier a bien été upload, et là, je peux directement poser des questions concernant Ubisoft. Quels sont les revenus d'Ubisoft au premier trimestre 2025? Donc là, ça recherche dans la base vectorielle, il a trouvé la réponse, et voilà, il m'a répondu. Donc chiffre d'affaires 310 millions d'euros. Voilà, globalement, ça a bien fonctionné. Pareil, il a récupéré les petits morceaux, donc la partie vectorielle qui contient ces informations-là, et il m'a bien répondu. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut supprimer nos fichiers en base vectorielle? Typiquement, là, Riot Platform, j'en veux plus, je vais mettre Riot Games à la place. Eh bien, on est niqué. Pas vraiment, mais il n'y a pas encore la fonctionnalité, comme c'est assez récent, File Search, il n'y a pas la fonctionnalité pour supprimer des fichiers qu'on a mis dans notre base vectorielle, contrairement à un Supabase ou un Pinecone pour le moment. Il y a la fonctionnalité, mais il faut passer par du Python, par du code, et pas par une requête API, malheureusement. Mais je pense qu'à l'avenir, voilà, ça va sûrement se développer. Et donc voilà, ça c'est actuellement une des limitations pour moi de cette base vectorielle Google, c'est qu'il n'y a pas encore toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir dans une autre base vectorielle. Pareil, c'est assez shady dans le sens où on n'a pas accès vraiment à nos différents vecteurs dans notre base vectorielle. C'est géré par Google, mais on ne la voit pas. On ne voit pas notre espace vectoriel, hormis en faisant des appels avec du code. Contrairement à un Supabase, on peut vraiment voir toutes les lignes avec tous les vecteurs, et on peut vraiment tout monitorer, même à la main si on veut. Voilà. Donc ça manque un petit peu de flexibilité par rapport à ça. Et pareil, on envoie aussi toutes nos informations à Google. Ce n'est pas stocké sur un serveur dédié. Donc voilà, si vous avez des informations sensibles, type RGPD et tout ça, je réfléchirai à 2 fois avant d'envoyer toutes mes informations à Google. Après, globalement, voilà, si vous êtes un entrepreneur et que voilà, vous avez des informations qui ne sont pas privées et que vous voulez setup un RAG super rapidement, franchement, ça peut faire le taf. À savoir aussi qu'en descendant tout en bas de la page File Search API, ici, on a toutes les informations concernant du coup les modèles qui supportent File Search. Donc on peut utiliser Gemini 3, Gemini 2.5, etc. pour faire les requêtes. Ici, on a les différents fichiers qui sont supportés pour l'upload dans notre espace vectoriel. Donc on a vraiment plein de types de fichiers différents qui sont supportés pour le moment. J'imagine qu'il y en aura plus dans le futur. Et après, 2 autres petits points aussi en termes de limitation concernant cette fois-ci plutôt tout ce qui est base vectorielle. Attention à la donnée que vous mettez dedans. Si la donnée est mauvaise, après, ce sera galère de la faire sortir. Par exemple, si vous faites un OCR pour scanner un document et que le texte qui est scanné est pas bon et que vous mettez dans la base, après c'est galère. Il faudra supprimer tout le document pour pouvoir le réupload à nouveau. Et aussi par rapport à la recherche vectorielle, faites attention avec toutes les questions qui ont besoin d'un contexte global. C'est très très bon pour chercher des informations très précises dans un document qui est très grand. Par contre, si vous voulez des informations globales sur un document, privilégiez plutôt une méthode LLM classique. Je trouve qu'il est super intéressant de voir ce qui se développe actuellement en termes de compétition dans le domaine de l'IA. Là, par exemple, pour tout ce qui est RAG, il y a vraiment une concurrence qui est en train d'apparaître un petit peu de tous les côtés. Et ça a des points positifs pour nous, mais ça fait aussi un peu peur pour la suite, j'avoue, car on ne sait pas de quoi le futur est fait. En tout cas, si tu apprécies toujours ce genre de tuto, n'hésite pas à me le dire en commentaire, ça fait plaisir. D'ailleurs, petite info, je bosse en ce moment sur la création de notre communauté, dans laquelle on va pouvoir échanger et moi, vous partager toujours plus d'informations. Et reste bien informé sur les réseaux, je te tiendrai au courant. Et moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Allez, à plus.